Cette vidéo est sponsorisée par la Fédération nationale pour la pêche en France, dans le cadre de la nouvelle campagne de communication et de mobilisation Sauvons nos rivières, et plus spécifiquement de son deuxième acte. Le 18 mai 2022, une conférence de presse s'est tenue dans leurs locaux à laquelle j'ai été invité aux côtés de journalistes de la presse halieutique évidemment, mais aussi de grands journaux comme Le Monde ou France Info, ce qui me donne le sentiment qu'il est de plus en plus possible de toucher le grand public pour peu qu'on trouve les bons messages, les bons angles d'attaque et le bon timing. Et c'est pas dommage parce qu'au vu du sujet dont on va parler aujourd'hui et de l'urgence des situations qu'on va évoquer, on va avoir besoin d'un peu de soutien populaire. Vous allez vite comprendre, je vous embête pas plus longtemps avec la sponsor, mais je vous renvoie vers cette playlist et quelques liens que vous trouverez en description pour comprendre tous les enjeux de cette campagne. On revient dessus en fin de vidéo, promis, et maintenant on va parler de migrateurs, et un peu plus spécifiquement du saumon atlantique. Salut les mordus! Quel pêcheur n'a jamais rêvé de piquer un saumon de printemps au détour d'une veine de courant fort, marquant le départ d'un combat dantesque et incertain, avec l'adrénaline qui crève le plafond, les genoux tremblants jusqu'au lever de l'épuisette, et sans doute pour une bonne demi-heure de plus. Quel pêcheur n'a pas souvenir d'avoir vu, il y a peut-être 15 ou 20 ans, le tremblement de centaines d'anguilles sous les eaux basses d'un petit estuaire sablonneux, ou vu de loin sur les réseaux un homologue brandissant fièrement une grande alose profilée, racée, laissant imaginer une traque assidue de peut-être plusieurs semaines. Nos rêves sont toujours plus beaux quand on peut les imaginer se réaliser. Mais est-ce qu'on pourra le faire pendant encore longtemps? On va voir ça. C'est peut-être encore possible si on se sort les doigts du... Bah, t'es sympa toi, t'aurais pu me laisser finir ma phrase quand même avant de balancer le générique. Non, t'allais encore être grossier, puis en plus t'allais spoiler la vidéo, donc Bah oui, mais c'est comme ça, les migrateurs ça me crispe parce que ça me fait flipper, voilà. Puis ben, ça va, c'est bon, je vais pas seulement dire qu'il faut qu'on se bouge le cul, enfin je vais expliquer des trucs quand même. Bon, on entend souvent parler des grands migrateurs, mais ces espèces de poissons paraissent quand même assez cryptiques pour beaucoup de pêcheurs. Pourtant, c'est pas franchement les poissons les moins étudiés de la création, hein, mais j'ai le sentiment qu'au final, peu d'entre nous sont suffisamment concernés par leur présence pour vraiment s'y intéresser. Et moi, je me sens plutôt concerné par leur absence. Et on peut pas vraiment dire que ce soit surprenant. Et rassurez-vous, je vous parle pas de ma situation géographique là, mais plutôt de la régression générale de plus de 90% des cheptels depuis les années 70. Mais ça on en reparle plus tard, et je vais déjà vous expliquer ce que sont les grands migrateurs. Les grands migrateurs, ce sont en tout 9 espèces en France métropolitaine. Le saumon atlantique, que tout le monde connaît, la truite de mer, l'anguille européenne, les 3 espèces d'aloses, l'emblématique esturgeon européen, la lamproie marine, et la fluviatile. Ces poissons, on les qualifie d'amphihalins. On en a déjà parlé, hein, c'est le terme un peu technique pour désigner des poissons qui effectuent des migrations entre la mer ou l'océan et les eaux douces, parfois jusque dans les têtes de bassin. Parmi les poissons amphihalins, puisqu'on est dans le vocabulaire, on distingue les catadromes ou thalassotoques qui se reproduisent en mer, comme par exemple l'anguille qui effectue une migration de plusieurs milliers de kilomètres pour rejoindre des sites de reproduction pas encore clairement localisés dans l'océan Atlantique. Et d'un autre côté, on a les anadromes ou potamotoques qui se reproduisent en eau douce. Là, on peut citer le saumon, dont on va parler un peu plus en détail dans cette vidéo, puisque je vais vous emmener visiter des installations sur le Rhin visant à étudier et rendre possible leur migration. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de ces espèces, mais j'en profite quand même pour vous dire que j'ai dessiné des planches en aquarelle et que je me suis amusé à en faire des posters. J'en suis assez content, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description et je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Bref, nos poissons amphihalins donc ont pris pas mal de plomb dans les nageoires,
Entre 1970 et 2016, comme je vous disais, c'est 93% des populations qui ont disparu du fait de nombreux facteurs. On peut évidemment citer parmi ces facteurs les plus cruciaux, les innombrables ruptures de continuité écologique qui empêchent les poissons d'accéder à leur zone de reproduction ou d'alimentation, le trafic de civelles qui se chiffre en tonnes et en millions d'euros, ou encore certaines pratiques de la pêche professionnelle particulièrement destructrices, comme l'usage de filets barrages en estuaire. Évidemment, au rang des menaces, on voit déjà les effets du dérèglement climatique qui impactent les périodes de migration de certaines espèces, et ces effets indirects liés au manque d'eau. Le contexte étant aussi à la multiplication déraisonnée d'installations hydroélectriques, on en a déjà parlé sur la chaîne, je vous pose ça en fiche, disons que la situation est préoccupante. Préoccupante, ça veut dire qu'il y a de quoi se faire des cheveux, du souci. Bon, et de notre côté, qu'est-ce qu'il se passe? Si vous suivez la chaîne, vous commencez sans doute à connaître un peu notre réseau associatif de pêche de loisirs et ses différentes fonctions. Et vous connaissez sans doute mon amour de la mission de protection des milieux aquatiques dont sont chargées nos différentes instances. Concernant les migrateurs, ce sont des associations spécifiques, qui font quand même partie de notre réseau, qui sont chargées de ce volet. On les appelle les associations migrateurs, elles sont au nombre de 8 et elles répondent à de doux noms tels que Migapi, Migradour ou encore Sénormigre, ou tout simplement Saumon-Rhin, qu'on va visiter ensemble. Bon, allez, je vous emmène du côté de Strasbourg, on va discuter un peu et surtout on va voir comment ça se passe sur le terrain pour eux. Allez, suivez-moi. Non mais c'était... Vous restez dans votre siège, c'était une façon de parler. Je veux dire, enfin, moi j'y vais, je vous envoie les images. Je m'appelle Jean-Jacques Lein, je suis président de Saumon-Rhin depuis la création de l'association en 92. Saumon-Rhin regroupe des fédérations de pêche, Alsace Nature et le Conservatoire des sites alsaciens. Le Rhin, c'est un cas d'école. Jusqu'aux années 1840, il s'agissait d'une gigantesque rivière en tresse, occupant à loisir une vaste plaine alluviale. Les histoires racontent même que des contrats de la fin du 19e siècle stipulaient qu'il était interdit de servir du saumon plus de 2 fois par semaine à ses valets de maison, tant la ressource était alors abondante. Mais elle reste hélas invérifiable et se cantonne donc au statut de légende, même si la fable est intéressante. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est loin de pouvoir imaginer une telle situation. Alors comment on en est arrivé là? On connaît malheureusement la chanson, anthropisation XXL, surexploitation de la ressource, installation destructrice et pollution. De plus de 100 000 individus remontant le fleuve, on est passé en quelques décennies à zéro. Ça a démarré en 92 suite à un accident qu'il y avait eu sur le Rhin avec une grosse pollution qui a fait prendre conscience que le Rhin était devenu une sorte de poubelle. Et la CIPR, la Commission internationale pour le Rhin, a décidé de lancer un programme Saumon 2000 pour essayer de faire revenir le saumon qui avait disparu dans les années 50. 8 ans pour faire remonter le saumon jusqu'en Suisse. Évidemment, l'objectif était titanesque. Après 3 ans, en 1995, le premier individu est repris en Alsace, mais il faudra attendre 2021 pour voir un saumon rallier de nouveau les sources helvétiques du Rhin. Et avec un peu de chance, vous aurez même l'occasion de voir des chevennes tenter de remonter le fleuve. Noni. Aujourd'hui, côté Alsace, il remonte sur l'ensemble du bassin de l'île, un affluent du Rhin chaque année un peu plus haut, mais en effectif encore beaucoup trop réduit. Alors, qu'est-ce qui rend ce travail si difficile? Pour permettre au saumon de revenir, il faut des habitats, il faut pouvoir accéder à ces habitats, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir remonter les barrages et aussi redescendre les différents barrages. Sur l'A1, c'est quand même des barrages qui sont d'une taille assez colossale. Il faut aussi que la qualité de l'eau, les températures de l'eau le permettent. Donc tout ça, c'est vraiment à remettre en lien. Actuellement, on le voit vraiment avec en plus le réchauffement climatique. Ça impacte de manière très forte les différentes étapes de vie du saumon. Et c'est vraiment important. Et c'est ça qui est le plus dur en fait dans tout ce travail de restauration. C'est que pour les poissons migrateurs, c'est des bioindicateurs, il faut que tous ces éléments-là, tous ces éléments techniques, mais ces éléments d'habitat, de continuité, soient fonctionnels, ou un minimum fonctionnels. Parce que s'il en manque un, en fait, dans le cycle de vie, il est interrompu à un endroit, et l'espèce, elle va tendre naturellement, entre guillemets, à disparaître. Le saumon atlantique, c'est ce qu'on appelle en écologie une espèce parapluie.
Ça veut dire que les mesures qui permettent de la protéger auront également un impact positif sur l'ensemble de l'écosystème. C'est le cas d'autres espèces d'ailleurs, hein, comme par exemple le brochet, mais qu'en est-il des autres migrateurs ? Alors les différents facteurs qui impactent vraiment la survie des saumons et le fait de pouvoir les faire revenir, hein, qui continuent leur cycle de vie, c'est vraiment les facteurs qui sont identiques pour l'ensemble des poissons migrateurs. Donc ils sont tous liés à ces différents facteurs, sont tous impactés par ces différents facteurs techniques, chimiques, biologiques, on va dire aussi de génie civil, hein, anthropique, hein, tout simplement. Mais par contre, ils ne sont pas tous impactés au même degré. Il y en a pour certains, la continuité va être un plus gros problème, comme les saumons, parce qu'ils ont vraiment besoin de remonter assez haut dans les rivières, alors qu'il y a des espèces qui peuvent être un peu plus sur les côtes. On voit par exemple comme l'alose feinte, ou même la grande alose qui remonte un peu plus haut, mais qui peut encore retrouver des habitats un peu plus à l'aval. Pour l'anguille, c'est peut-être la pollution de l'eau, parce qu'elle reste très longtemps chez nous. Il y a voilà, les différents facteurs sont tous là, mais ils n'ont pas tous le même impact sur les espèces. Les migrateurs sont donc presque une affaire de famille. Avant d'aller visiter la passe à poissons de Gamsheim, faisons un petit peu le point sur la situation actuelle sur le Rhin. Qu'est-ce qu'on y trouve encore et surtout dans quelle mesure ? Aujourd'hui, dans le bassin Rhin-Meuse et plus particulièrement sur le Rhin, on a 5 espèces qui sont intégrées dans le plan de gestion des poissons migrateurs côté français. On a le saumon atlantique, la truite de mer, qui sont semblables, on va dire, au niveau des nécessités et du cycle de vie. On a l'anguille européenne, la grande alose et la lamproie marine. Il semblerait qu'il existe encore des populations résiduelles au niveau du delta des sturgeons, notamment. Après, il y a d'autres poissons plus ou moins migrateurs, comme les lamproies fluviatiles, mais qui ne sont pas intégrés dans notre gestion, qui sont encore présentes. Donc on a encore un pool assez important de poissons migrateurs, on va dire en termes d'espèces, malheureusement pas forcément en nombre. On est quand même sur des effectifs qui sont très petits. Il faut savoir que sur le Rhin français, on est quand même à 900 km du delta, donc on est très très loin. Par chance entre guillemets et en même temps malchance, c'est que le premier ouvrage impactant, autre que celui du delta qui a permis en fait à la Hollande notamment de protéger sa population, et ben les premiers ouvrages se situent en France. Voilà. Donc il y a entre guillemets 900 km de Rhin libre entre les deux qui permettent aux espèces de remonter et de descendre. Après on sait très bien que les poissons migrateurs ont surtout besoin aussi d'aller sur les affluents, c'est là où on trouve la plupart du temps tous leurs habitats favorables. Et ces habitats-là, ben, vraiment, ils ont besoin d'être accessibles. Et donc c'est un peu plus compliqué. Plus compliqué, mais pas impossible. La passe à poissons de Gamsheim est un exemple très intéressant de ce qu'on peut faire, des moyens qu'on peut déployer en y mettant un petit peu de sous et de bonne volonté. J'ai eu droit à une petite visite, alors on va voir ensemble les coulisses de la protection des grands migrateurs du Rhin avec Charline. Donc là on est sur le site de Gamsheim et dans la passe à poissons il y a une nage de piégeage. Toutes les passes à poissons n'ont pas ça. Elle nous sert surtout à 2 études. La première c'est que pendant la période de remontée des saumons, on va capturer un certain nombre de saumons pour les emmener en pisciculture. Ils vont se reproduire entre eux et on va prendre ces œufs pour réalviner les cours d'eau. Donc ça permet de faire un cycle de réintroduction. Et la deuxième partie, c'est qu'en fait, on a un programme génétique sur l'ensemble du bassin. Du coup, tous les saumons, on va leur prendre un petit bout de nageoire et on va savoir de quelle rivière ils venaient, à quel stade ils avaient été alvinés, et ça va nous permettre d'optimiser notre schéma d'alvinage. En fait. Sur les 5 dernières années, on avait plutôt une tendance à la hausse des remontées. Avec son pic en 2020 où vraiment on a atteint notre record à Gamsheim, il y avait peut-être 200 saumons sur le Rhin, donc sachant qu'on est déjà à 700 km de la mer, c'est quand même pas mal. Ensuite la dernière ça a été assez catastrophique sans pour le moment qu'on comprenne pourquoi. On a fini l'année avec seulement 50 saumons. Et là cette année on a une bonne dynamique, ça a été lent à partir et depuis le mois d'avril là on a quand même une bonne remontée qui commence. Il faudra voir à la fin de la saison parce qu'en fait ils vont remonter en 2 grosses périodes on va dire, surtout printemps jusqu'en juin quand les eaux deviennent trop chaudes ils s'arrêtent et ensuite une seconde période à l'automne de septembre à octobre on va dire. Les connaisseurs le savent, il existe 2 types de saumons atlantiques. D'un côté on a le saumon d'automne ou le castillon ou plus rarement le madeleino qui remonte en automne après un seul hiver passé en mer et mesure en général moins de 70 cm.
De l'autre, on a les saumons de printemps qui remontent après 2 ou 3 hivers en mer et qui peuvent dépasser les 85 cm pour un poids d'une douzaine de kilos. Tenez, en voilà un, le premier à être passé par la passe de Gamsheim cette année. Du coup, ici, on est à l'amont de la passe à poissons. Donc, tous les poissons qui rentrent dans la passe à poissons vont sortir ici. Une fois qu'ils passent devant les vitres, ils ont vraiment quitté et retrouvent le Rhin en amont du barrage. Du coup, ça nous sert à vraiment tout comptabiliser, c'est-à-dire qu'il y a une caméra qui filme en permanence cette vitre et on a un logiciel qui va nous détecter un écart de luminosité et qui va nous conserver les vidéos qu'avec des écarts de luminosité, un contraste. Et du coup, nous, après, on revient, on récupère les vidéos qu'il nous a conservées et on va les relire chaque semaine pour vraiment déterminer le nombre et l'espèce de chaque individu. Le vidéocomptage, il nous permet de connaître le nombre, mais il ne nous permet pas de savoir combien de temps les poissons ont mis pour transiter dans une passe à poissons, s'il y a un retard à la migration. Du coup, pour ça, en fait, toutes les passes à poissons, elles sont équipées de détecteurs RFID, en fait, et quand on crée une passe à poissons, on va faire pendant 3 ans un suivi pour savoir si ça fonctionne vraiment. Ça veut dire qu'on va capturer des poissons, donc toute espèce, toute taille, on va leur mettre un petit tag, on va les remettre à l'aval, et en fait, quand ils vont de nouveau prendre la passe, il y aura des heures d'entrée, des heures de sortie, et on va savoir combien de temps ils ont mis pour transiter dans la passe. Et selon les espèces, comme ça on peut faire des petites améliorations. Si on voit par exemple qu'il y a une espèce qui n'arrive pas à passer, c'est peut-être le cas parce qu'il y a un endroit où il y a trop de courant, etc. Et du coup, on réajuste en fonction de ça. En adaptant ainsi les passes à un maximum d'espèces, y compris les poissons résidents, donc non migrateurs, on assure une continuité écologique la plus optimale possible pour le milieu, sans araser l'ouvrage, ce qui reste à l'heure actuelle compliqué pour ce type de barrage. Et ici, on a même modifié l'installation hydroélectrique afin de créer un courant d'appel pour diriger certaines espèces, comme le saumon, vers l'entrée de la passe. En ce qui nous concerne, c'est un autre appel qui nous amène vers une autre partie de l'ouvrage qui peut être visitée. La passe de Gamsheim accueille donc du public, une occasion pour ces enfants d'une école alsacienne d'apprendre à connaître ces espèces sensibles que sont les migrateurs, et même les observer si la chance est au rendez-vous. Donc, ici on est dans un local visiteur qui appartient à Passage 309, un partenaire de Saumon-Rhin. On travaille ensemble en fait pour sensibiliser le grand public à travers des groupes, soit scolaires, soit grand public, mais sinon c'est aussi visitable individuellement pour toute personne. Bon, voilà pour cette petite visite. Franchement, j'ai été très agréablement surpris par ces installations. Là-bas, vous l'avez vu, hein, c'est une vraie petite usine à étudier le passage de nos migrateurs, mais aussi à éduquer le grand public sur la question. Certaines personnes décrient un peu certaines méthodes utilisées, comme le piégeage de poissons en cours de passage, mais dans le contexte actuel, il faut absolument qu'on maximise notre maîtrise du sujet pour mettre toutes les chances de notre côté pour sauver ces espèces en situation souvent critique. Les techniciens sur place me confiaient que des gens espionnaient leurs activités pour dénoncer sur un ton un tantinet animaliste ces choses-là. Mais s'il nous faut de l'ADN, vérifier la bonne santé des poissons qui arrivent, ou tout simplement réaliser des marquages pour mieux connaître leurs déplacements, il n'y a pas 36 solutions. Et ce genre d'informations peuvent pourtant énormément servir. Si on sait où ils vont, on sait où garder un œil attentif et demander, par exemple, des sanctuarisations. Si on connaît leurs origines grâce à leur patrimoine génétique, on comprend mieux comment les populations se mélangent pour éviter la consanguinité. Et quand le nombre d'individus devient restreint, c'est toujours bon à avoir comme information. Bref, la controverse, pour moi, est un peu hors de propos. Maintenant, revenons un peu sur Sauvons nos rivières, acte 2, histoire de trouver une conclusion à tout ça. Pour commencer, je vais vous donner mon avis personnel sur la question. Cette campagne a l'air de bien prendre dans les médias. À Strasbourg, on m'a dit que les associations migrateurs peinaient à suivre le rythme des demandes d'interviews et de reportages. Franchement, ça fait plaisir que la mayonnaise prenne et que la FNPF ait réussi à accrocher des médias mainstream avec une campagne de lobbying comme celle-là.
On n'a pas énormément entendu reparler de l'acte 1 jusqu'à maintenant, les choses étaient plus intangibles et rejoignaient déjà des sujets largement débattus. Mais à l'occasion de l'acte 2, ces thématiques commencent à revenir doucement sur le devant de la scène, et le manifeste de l'acte 1 s'adressant surtout aux politiques, ça risque de prendre pas mal de temps pour en voir des fruits plus concrets. Si on les voit un jour, vu le contexte politique actuel. Il va falloir maintenir le pressing pour obtenir quelques petites choses, ce sera difficile, surtout si on veut pas céder, nous de notre côté, sur d'autres terrains. Ce nouvel acte, comme le premier, s'accompagne évidemment de son lot de revendications, avec 4 grands axes: la demande d'une implication concrète de l'État et des plus grandes instances environnementales françaises pour aider à la protection des migrateurs, des moyens renforcés pour la connaissance et la sauvegarde de ces espèces, un moratoire sur la pêche de l'anguille interdisant tout prélèvement pour les pros comme pour les amateurs, et enfin le respect de la continuité écologique, parce qu'on n'enfoncera jamais suffisamment ce clou-là. Concernant les migrateurs, j'ai été un peu interloqué au départ par le choix de mettre l'accent sur l'anguille avec cette demande de moratoire. L'anguille, c'est un poisson qui est encore largement perçu comme un nuisible notoire dans pas mal de localités. Et ça, ça me faisait un peu peur. Mais à la réflexion, je me dis que c'était pas forcément si malhabile que ça. Je vous explique pourquoi. Contrairement au saumon, qui est toujours resté cantonné à une petite partie de notre territoire, il faut admettre que l'anguille a un côté plus universel et est souvent rattaché à des souvenirs d'enfance pour pas mal de gens de plus de 35-40 ans, pêcheurs ou non. Le fait qu'aujourd'hui cette espèce qui pullulait il y a encore quelques décennies soit en situation critique, alors même que c'est le migrateur le moins exigeant sur les milieux et le franchissement d'obstacles, ça peut infliger un choc nécessaire pour pas mal de gens pour qu'ils rallient notre cause. Et mobiliser l'opinion publique, c'est loin d'être anodin par les temps qui courent. Et puis à côté de ça, si ça peut décrasser un peu les idées préconçues sur sa prétendue nuisibilité, ce sera toujours ça de prix. Et puisqu'on parle de nuisibilité prétendue et pas aussi tangible que certains veulent bien le croire, je sais que certains d'entre vous vont sans doute lancer la question du silure en commentaire. Donc, autant prendre les devants. Il est clairement impossible de traiter cette question au niveau national. Les études qui existent ne dégagent aucun consensus et c'est vraiment du cas par cas en fonction des localités. Et pour l'instant, en vérité, ça reste assez hypothétique. C'est ce qu'on m'a dit à la FNPF, c'est ce qu'on m'a dit à Saumon-Rhin, et c'est ce que je pense aussi avec les infos que j'ai actuellement sur la question. La seule chose que je regrette un peu, c'est qu'on entende parler de pêche pro qu'avec l'anguille. Les pêcheurs pros, c'est un lobby assez proactif, et quand on voit ce que certains se permettent de raconter dans les médias, sur internet, je me dis qu'il serait pas mal de porter un peu plus haut notre voix dans ce débat-là. Mais d'un autre côté, cet angle d'attaque sur l'anguille nous permet aussi de gagner beaucoup de terrain dans la presse, et c'est donc déjà en bonne voie. Après, le problème, c'est avec la pêche pro, c'est qu'il est difficile d'estimer l'impact global de la chose, avec une pêche en mer parfois un peu opaque et dont les frontières sont nettement plus diffuses. Ça mériterait qu'on se penche sur la question, mais ça risque d'être extrêmement compliqué puisque ça met en jeu des données et du droit international. De toute façon, on l'a déjà évoqué, mais c'est sur le long terme qu'on voit l'efficacité de ce genre de campagne. Et quand ce genre de choses est publié, ça annonce les intentions d'aller à la négociation ou à la bagarre, mais ensuite, ça prend du temps. Donc voilà, j'espère qu'on pourra en reparler autour d'un bilan positif, et en attendant, faut bien garder à l'esprit que toutes ces choses qui peuvent nous paraître évidentes, elles sont loin de l'être pour le commun des mortels, et c'est aussi à nous tous d'informer, de militer, de faire en sorte que la cause de l'eau ou des migrateurs soit prise au sérieux par l'ensemble de la population. Ça reste encore le meilleur moyen d'obtenir une voix unie et puissante pour réclamer des choses. Donc parlons-en, autour de nous, à nos proches, à nos élus, de nos localités, aux copains qui bossent chez EDF ou VNF. Le tableau est pas rose, mais si le reste du monde qui gravite autour de l'eau suivait un peu les efforts de l'ensemble de notre réseau associatif et y mettait un peu du leur, ça pourrait nous permettre de débloquer des situations ou de faire des très gros progrès, très vite et parfois même à peu de frais. Donc voilà, sensibilisons. Et du coup, partagez cette vidéo, tant qu'à faire. Et surtout, si vous constatez des situations anormales, empressez-vous de faire remonter ces informations à nos instances,
D'une manière générale, hein, si vous voulez vous impliquer, je vous invite à consulter ce lien que je vous mets aussi en description. Bref, cette vidéo est déjà bien longue, donc on va conclure là-dessus. Mais pour vous, c'est pas terminé, hein. Gardez un œil sur la chaîne de Skarna Fishing, il se pourrait bien qu'il y paraisse un truc sur les aloses, hein, si c'est pas déjà fait. Puis c'est pas impossible que j'y revienne plus tard ici aussi, donc tant que vous y êtes, abonnez-vous. Pour rappel, mes posters Grand Migrateur sont disponibles sur Spreadshirt, le lien est aussi en description, et si vous voulez soutenir la chaîne, il y a ça, puis il y a aussi Utip et Brave. Voilà, ce serait cool de pouvoir faire ce genre de sujet un peu plus régulièrement, et ça tient beaucoup à vous aussi, parce que ça coûte du fric et que la FNPF est pas toujours là pour financer mes reportages. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur la truite de mer, je vous pose ça là. Je vous laisse cliquer dessus, et sur ce, je vous dis soyez curieux, gardez la pêche, et à la prochaine!